Salut, je m'appelle Léo. J'ai 24 ans et je suis mécanicien agricole au garage du bois, celui que mon père m'a laissé. Je n'aurais jamais imaginé que le moteur le plus récalcitrant que j'ai jamais vu m'apprendrait ce que c'est que de vouloir reconstruire quelque chose à partir de rien. Mais laissez-moi commencer par le début. Tout a commencé avec le son d'un vieux tracteur Massey Ferguson qui toussait sur la route menant à mon atelier, un son qui allait bientôt rythmer mes journées. Mon monde, c'est ce garage dans le Perche. Ça sent le cambouis froid, la terre humide et le café de la veille. Le néon au-dessus de l'établi grésille en permanence, un son si constant que je ne l'entends plus. Mes mains connaissent par cœur la sensation du métal glacé d'une clé à molette le matin et la chaleur d'un moteur qui vient de s'arrêter. Je passe un chiffon sur une tache d'huile, un geste répété 1000 fois, une sorte de prière mécanique. La routine est simple. Je me lève avant le soleil, le plancher de l'appartement au-dessus du garage craque sous mes pieds. Je bois mon café debout, en regardant les champs s'éveiller à travers la grande porte ouverte. Le premier client arrive généralement vers 7 heures, son moteur diesel brisant le silence matinal. J'enfile ma casquette, la visière tirée bas sur mes yeux, et la journée commence, identique à la précédente et sans doute à la suivante. C'est comme ça. Je ne me plains pas. Le travail occupe les mains et la tête. C'est mieux que de laisser les pensées vagabonder. Surtout le soir, quand le dernier tracteur est parti et que le silence retombe. Je fais le tour de l'atelier, je range des outils qui sont déjà à leur place, je balaye un sol qui n'est pas vraiment sale. Juste pour retarder le moment de monter et de me retrouver face au fauteuil vide de mon père dans le petit salon. Parfois, ma main s'arrête sur son vieil établi, le bois poli par des décennies de travail. Il y a une clé à molette rouillée qu'il utilisait tout le temps. Je la prends, son poids est familier dans ma paume. Je la repose sans m'en servir. C'est un héritage lourd, fait de métal et de factures impayées. Il est mort ici, une crise cardiaque au milieu d'une réparation urgente. Depuis, je continue, parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Ce jour-là, le bruit était différent. Pas le ronronnement fatigué d'un moteur habitué. C'était une toux sèche, irrégulière, un combat. J'ai posé la pince que je tenais et j'ai marché jusqu'à l'entrée du garage, essuyant la sueur de mon front avec le dos de ma main. Un Massey Ferguson rouge, ancien et cabossé, venait de s'immobiliser dans un dernier soubresaut. La portière s'est ouverte et elle est descendue. La citadine, celle de la masure. Elle se tenait là, au milieu de la cour, les mains sur les hanches. Elle paraissait trop élancée, presque fragile à côté de la masse du tracteur. Mais ses bottes étaient couvertes de la même boue argileuse que celle de tous les autres fermiers. Et il y avait une tension dans sa posture, une sorte de défi. Je suis resté adossé au chambranle de la porte, les bras croisés, à la regarder évaluer la situation, comme si elle pouvait la régler par la seule force de sa volonté. C'était la 3e fois en 2 mois. La première fois pour l'embrayage, la 2e pour une fuite d'huile. Tout le village en parlait au café. La Parisienne qui joue à la fermière. Je me suis détaché du mur et j'ai avancé lentement vers elle, mes pas lourds sur le béton. Je n'ai rien dit, j'ai juste hoché la tête en direction du capot fumant. Elle a soutenu mon regard, sans ciller, et c'est moi qui ai baissé les yeux le premier. De près, j'ai vu ses mains. Elles se n'étaient peut-être pas faites pour ce travail. Longues et fines, mais traversées de coupures, avec de la terre incrustée sous des ongles cassés et des ampoules qui avaient éclaté sur ses paumes. Son visage était fatigué, des cernes sous les yeux, mais son regard avait une intensité qui m'était mal à l'aise. J'ai détourné les yeux vers une écaille de peinture sur le tracteur, la grattant distraitement avec mon pouce. L'air semblait s'être immobilisé autour de nous. Sa voix était plus grave que ce à quoi je m'attendais. Je crois que c'est encore le démarreur. Il n'y avait aucune plainte, juste un constat. J'ai grogné une réponse vague. On va voir. Et je suis allé chercher ma caisse à outils. Le bruit du métal qui s'entrechoque a brisé le silence. J'ai ouvert le capot, la chaleur du moteur m'a frappé au visage. J'ai commencé à travailler, sentant son ombre derrière moi, son silence pesant plus que n'importe quelle question. Elle n'est pas partie s'asseoir et attendre, comme le font les autres. Elle est restée là, à me regarder. J'ai entendu un léger bruit de papier. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Elle avait sorti un petit carnet de la poche arrière de son jean et notait quelque chose avec un crayon. J'ai senti une pointe d'agacement.
Je me suis reconcentré sur un boulon et je l'ai serré un peu plus fort que nécessaire. Le métal a grincé en signe de protestation. J'ai fini par trouver une solution temporaire, un fil à reconnecter. Ça tiendra jusqu'à la ferme. Je passerai demain voir ce qu'il faut commander. Vous êtes bien à la massure ? Elle a rangé son carnet et a hoché la tête. Élise, a-t-elle dit, simplement. J'ai répondu un peu trop vite. Je sais. J'ai ajouté Léo, en essuyant ma main pleine de cambouis sur mon bleu de travail. Elle est remontée et le moteur est reparti dans un vacarme. Je suis resté là, à regarder la poussière retomber. Le lendemain, j'ai pris ma camionnette pour monter à la masure. La route était plus un chemin de terre qu'autre chose, plein de nids de poules remplis d'eau de la veille. La ferme est apparue au détour d'un virage, plus petite que dans mes souvenirs, avec de la peinture écaillée sur les volets. J'ai garé le véhicule près de la grange, j'ai attrapé ma caisse à outils et le silence n'était brisé que par le bruit de mes bottes sur le gravier. Je l'ai trouvée derrière la maison, en train de se battre avec un fil de clôture rouillé. Elle tirait dessus de toutes ses forces, les muscles de ses bras tendus, mais le fil ne bougeait pas. Elle ne m'a pas entendu arriver. Elle a lâché un juron à voix basse, donnant un coup de pied frustré dans le piquet en bois. C'est seulement là qu'elle a remarqué ma présence. Elle a essuyé une mèche de cheveux de son front avec le revers de sa main sale. Elle n'a pas souri, elle a juste hoché la tête vers le tracteur. « Le démarreur », a-t-elle dit. Je n'ai rien répondu, j'ai juste suivi son regard. J'ai ouvert le capot et j'ai commencé mon diagnostic. Les gestes précis et automatiques. Elle était restée à côté, observant chaque mouvement, son petit carnet déjà sorti, le crayon prêt. Je sentais son regard sur mes mains, analysant, essayant de comprendre la mécanique que j'exécutais sans même y penser. Le problème était plus sérieux que je ne le pensais. Une pièce était complètement grillée. Je me suis redressé, essuyant le cambouis sur mon jean. « Il faut changer le solénoïde !» J'ai pointé la pièce du doigt. Elle s'est penchée, son épaule frôlant la mienne pour mieux voir. J'ai remarqué à nouveau ses mains agrippées au bord du moteur et la façon dont la terre semblait faire partie de sa peau. J'ai reculé d'un pas. Si cette histoire vous parle, si vous connaissez ce genre de silence qui en dit long, restez avec moi. Abonnez-vous, laissez un pouce bleu. Ça m'aide à continuer. Maintenant, laissez-moi vous raconter la suite, parce que c'est là que j'ai commencé à comprendre que ce n'était pas juste une histoire de tracteur. Je lui ai expliqué qu'il faudrait commander la pièce, que ça prendrait 2 ou 3 jours. Je m'attendais à de l'impatience, une plainte peut-être. Mais elle a simplement hoché la tête, l'air grave, et a noté le nom de la pièce dans son carnet. D'accord, faites ce qu'il faut. Elle a refermé le carnet et l'a glissé dans sa poche arrière, son regard déjà fixé sur un autre problème, un autre coin de la ferme qui réclamait son attention. Mon regard est tombé sur le piquet de clôture qu'elle essayait de réparer. « Celui-là ne tiendra pas l'hiver », j'ai dit, plus à moi-même qu'à elle. Elle a haussé les épaules. « Je sais. Une chose à la fois. » Sans réfléchir, j'ai posé ma caisse à outils par terre. « Donnez-moi 1 heure. » Je ne savais pas pourquoi je faisais ça. Peut-être juste pour avoir quelque chose de solide à réparer, quelque chose que je pouvais régler sur le champ. J'ai ouvert ma boîte. La vieille clé à molette de mon père était là, posée sur le dessus, sa surface rouillée contrastant avec l'acier brillant des autres outils. Je l'ai poussée sur le côté pour attraper une tenaille et un marteau. Je me suis mis au travail sur le piquet, le bois pourri cédant facilement sous mes coups. Elle s'est approchée et m'a tendu une poignée de clous neufs, sans un mot, comme si nous avions l'habitude de travailler ensemble. On a passé 20 minutes comme ça, dans un silence rythmé par le marteau. Je lui ai montré comment bien tendre le fil de fer en utilisant le poids de son corps. Elle a essayé, ses gestes d'abord maladroits, puis plus assurés. Elle apprenait vite, ses mains trouvant la bonne prise, la bonne tension. Je me suis surpris à la regarder, à observer la concentration plisser son front. J'ai détourné le regard vers le champ au loin. « Vous avez déjà fait ça avant ?» j'ai demandé en enroulant le fil autour du nouveau piquet. Elle a secoué la tête, son regard perdu sur ses bottes pleines de boue. « Non, j'apprends sur le tas. » Elle a eu un petit rire sans joie. « Tout est nouveau. Parfois, j'ai l'impression de ne faire que courir après le temps. » Elle a ajouté à voix basse « Je dois juste... »
trouver le rythme. Cette phrase était restée suspendue entre nous, lourde de tout ce qu'elle ne disait pas. Quelques jours plus tard, je suis revenue avec la pièce. J'ai trouvé Élise dans l'enclos, en train de parler doucement à sa chèvre, lui grattant le menton. Elle a sursauté en me voyant et j'ai vu une couleur monter à ses joues avant qu'elle ne se détourne pour refermer la barrière. Elle m'a suivi jusqu'au tracteur, reprenant son air sérieux, comme si ce petit moment de tendresse n'avait jamais existé. J'ai passé l'après-midi à installer le nouveau démarreur. Le soleil de juin tapait fort sur la tôle du tracteur. À un moment, elle est sortie de la maison et a posé un grand verre d'eau glacée sur l'aile du véhicule. Le verre était couvert de buée. Nos doigts se sont effleurés quand je l'ai pris. J'ai senti une sorte de décharge électrique et j'ai retiré ma main un peu trop vite, renversant quelques gouttes sur le sol poussiéreux. Le travail terminé, j'ai tourné la clé de contact. Le moteur s'est allumé au quart de tour, avec un son plein et régulier. Un vrai son de tracteur qui fonctionne. Pour la première fois, j'ai vu un vrai sourire éclairer le visage d'Élise. Elle a posé une main sur le capot encore chaud, comme pour sentir la vie qui revenait dans la machine. Moi, je me suis contenté de ranger mes outils, un par un, en prenant bien mon temps. C'est devenu une sorte de routine. Je passais à la masure 1 ou 2 fois par semaine, sous prétexte de vérifier un niveau d'huile ou la pression d'un pneu. Des excuses. Parfois, on ne parlait presque pas. Je réparais une bricole, elle continuait son travail, mais il y avait une tasse de café qui m'attendait sur le rebord de la fenêtre de la grange. Je la buvais en la regardant se battre contre cette terre. Un soir, alors que je m'apprêtais à partir, un orage a éclaté sans prévenir. Des cordes d'eau se sont abattues d'un seul coup. On a couru se réfugier dans la vieille grange. Le bruit de la pluie sur le toit en tôle était assourdissant. On est resté là, trempé, à regarder le ciel se déchaîner. Je me suis tourné pour lui dire quelque chose sur la récolte, mais elle me regardait déjà et son regard n'avait rien à voir avec la pluie ou les champs. Ça faisait presque 3 mois que ça durait. 3 mois de réparation, de silence et de tasses de café. La vieille clé à molette rouillée était passée de ma caisse principale à la petite boîte que je laissais en permanence dans sa grange. Et ce soir-là, sous le vacarme de l'orage, quelque chose s'est brisé. Ou peut-être que c'était quelque chose qui venait de se souder. Je ne savais pas encore. L'orage a cessé aussi soudainement qu'il avait commencé. On est resté là, immobile dans la pénombre de la grange, l'odeur de la paille mouillée et de la terre flottant autour de nous. J'ai passé une main dans mes cheveux trempés. L'eau a coulé le long de mon cou. J'ai murmuré un vague « faut que j'y aille » et je me suis dirigé vers ma camionnette sans la regarder une seconde fois, le bruit de mes bottes sur le gravier détrempé me semblant anormalement fort. Une fois dans la cabine, je n'ai pas démarré tout de suite. J'ai attrapé le trousseau de clés sur le siège passager et je l'ai fait tourner entre mes doigts, le contact du métal froid sur ma peau. Dans le rétroviseur, je l'ai vu, une silhouette immobile sur le seuil de la grange, les bras enroulés autour d'elle, comme pour se protéger du froid qui suivait la pluie. J'ai tourné la clé de contact, le moteur a toussé avant de prendre. Mardi est devenu le jour du tracteur. Vendredi, celui de la pompe à eau. C'était des prétextes. Je me surprenais à nettoyer ma caisse à outils avant de partir pour la masure, à aligner les clés par taille, un geste que je ne faisais jamais d'habitude. Elle m'attendait, non pas avec impatience, mais avec une sorte de certitude tranquille, une tasse de café fumant déjà posée sur un poteau de la clôture, juste à côté de l'endroit où je garais ma camionnette. On a commencé à travailler ensemble, sans vraiment en décider. Pendant que je réglais un carburateur, elle désherbait les rangs de légumes juste à côté. Parfois, elle me demandait de l'aider à déplacer un abreuvoir trop lourd, et nos mains se frôlaient en attrapant la même poignée en métal. Personne ne disait rien. Je retournais à mon moteur et je sentais le poids de son regard sur mon dos, attentif, curieux. Je serrais un boulon un peu plus fort que nécessaire. Un après-midi, alors qu'on prenait une pause, assis sur des seaux retournés, elle a parlé de sa vie d'avant. Pas du burn-out, pas encore. Juste du bruit. Le bruit constant de la ville, des sirènes, des voisins. Elle a dit ça en regardant les champs, en écoutant le vent dans les arbres. J'ai hoché la tête, j'ai gratté une tache de boue séchée sur ma botte avec un bout de bois. Je n'avais rien à dire, alors je n'ai rien dit. Au café du village, les regards se faisaient plus insistants. Le vieux Marcel m'a lancé un jour, par-dessus son journal, «
Alors, Léo, tu passes plus de temps à la masure qu'à ton garage ? J'ai haussé les épaules, j'ai bu mon café d'une traite et j'ai posé la monnaie sur le comptoir sans répondre. En sortant, j'ai claqué la porte un peu trop fort. Une envie de retourner là-haut, loin de leur messe basse, me serrait la gorge. Il y a eu ce jour où la pompe à eau a vraiment lâché. Un joint impossible à atteindre avec mes outils habituels. J'ai fouillé au fond de ma caisse et j'ai sorti la vieille clé à molette rouillée de mon père. Elle s'est glissée parfaitement dans l'interstice. Élise observait, penchée par-dessus mon épaule. C'était celle de mon père, j'ai dit sans réfléchir. Il disait qu'elle connaissait des boulons que les neuves ne trouveraient jamais. Elle a eu un petit sourire et elle a posé sa main sur la tôle froide de la pompe, juste à côté de la mienne. Plus tard, vers la fin de l'été, on rentrait les outils alors que le soleil se couchait. La fatigue nous pesait sur les épaules. C'est là qu'elle m'a parlé du reste. Des nuits sans sommeil, des repas oubliés, de la sonnerie du téléphone qui la faisait sursauter même quand il ne sonnait pas. Elle a raconté ça d'une voix neutre, en rangeant des cordes dans une boîte. J'ai continué à nettoyer une pelle, passant le chiffon encore et encore sur le même endroit. Les dîners dans sa cuisine sont devenus une habitude. Une soupe, du pain, du fromage. On mangeait en silence, épuisé. Un soir, la seule lumière venait d'une lampe à pétrole posée sur la table. La flamme dansait. J'ai remarqué qu'elle avait quelques fils d'argent dans ses cheveux, près des tempes. Je ne les avais jamais vus avant. Elle a levé les yeux, elle m'a surpris en train de la regarder. J'ai vite baissé la tête vers mon assiette, mon cœur cognant contre mes côtes. Elle a sorti un jour un vieux portefeuille de sa poche. Elle en a tiré une photo cornée qu'elle m'a tendue. C'était une petite fille aux tresses blondes, assise sur un tracteur bien plus gros que celui qui nous donnait tant de fils à retordre. « Mes grands-parents », a-t-elle expliqué. « J'ai passé tous mes étés ici. Je m'étais promis qu'un jour. » Elle n'a pas fini sa phrase. J'ai pris la photo, j'ai passé mon pouce sur le visage de la petite fille, puis je la lui ai rendue. Cette promesse expliquait tout. La fatigue, l'acharnement, le refus d'abandonner. Ce n'était pas un caprice de citadine. C'était une question de vie ou de mort. Une tentative de retrouver le chemin vers cette petite fille sur la photo. J'ai regardé ses mains, posées sur la table. Elles n'étaient de plus fines et fragiles. Elles étaient devenues les mains d'une fermière, calleuse et forte, marquée par la terre qu'elle essayait de faire revivre. Les semaines se sont transformées en mois. L'été tirait à sa fin, laissant place à la lumière dorée de septembre. Les plants de maïs étaient les plus hauts que moi, les tournesols penchaient leurs têtes lourdes vers le sol. J'avais laissé ma petite caisse à outils dans un coin de sa grange, celle avec la clé de mon père. Je n'avais même plus besoin de prétexte pour venir. Je venais, c'est tout. C'était devenu ma place. Un soir, elle m'a demandé de rester pour l'aider à rentrer une chèvre qui s'était échappée. On a couru dans le pré, en riant comme des enfants, jusqu'à ce qu'on arrive enfin à la coincer près de la clôture. Essoufflés, on s'est appuyé contre le bois, nos épaules se touchant. Le soleil se couchait derrière la colline, peignant le ciel en orange et violet. Je pouvais sentir la chaleur de son bras contre le mien. On a développé une sorte de langage sans mots. Un hochement de tête pour dire qu'il était temps de s'arrêter. Un regard pour demander de l'aide. Un simple geste de la main pour indiquer l'outil dont on avait besoin. On se comprenait. Je savais quand elle était trop fatiguée pour continuer, juste à la façon dont elle posait ses mains sur ses hanches. Elle savait quand j'étais perdu dans mes pensées, juste au son de la clé qui tombait de mes doigts. Je ne pensais plus au garage, aux factures, au fauteuil vide de mon père. Quand j'étais à la masure, tout ça s'effaçait. Il n'y avait que le rythme de la terre, le travail à faire et sa présence à mes côtés. Je me suis surpris à siffler en réparant une gouttière, un vieil air que mon père aimait bien. Je ne m'étais pas entendu siffler depuis des années. J'ai arrêté net, un peu gêné. Parfois, je la regardais quand elle ne me voyait pas. Elle parlait à ses poules en leur jetant du grain, ou elle restait simplement debout au milieu d'un champ, la main en visière au-dessus des yeux, à contempler son travail. Il y avait une force en elle, une sorte de paix durement gagnée que je n'avais jamais vue chez personne. Et je me suis rendu compte que je ne venais plus pour le tracteur. Je ne venais même plus pour l'aider. Je venais parce que le silence de mon garage était devenu trop lourd à porter quand je savais qu'elle était ici, à se battre.
Je venais parce que le bruit du marteau qui répare une clôture était plus juste que le grésillement du néon au-dessus de mon établi. Je venais parce que, d'une manière ou d'une autre, cette ferme en ruine avait commencé à réparer quelque chose en moi aussi. On était sur le porche, un soir. La première récolte, celle du maïs, était prévue pour la semaine suivante. Tout était calme. Le travail de plusieurs mois était là, devant nous, les épis dorés qui ondulaient sous la brise du soir. Elle s'est tournée vers moi et pour la première fois, son regard n'était pas chargé de fatigue ou d'inquiétude. J'ai attrapé un bout de ficelle qui traînait sur la rampe et j'ai commencé à le tortiller entre mes doigts, juste pour occuper mes mains. Elle a posé sa main sur la rampe en bois, à quelques centimètres de la mienne. L'air était frais, il sentait la terre et la promesse de l'automne. On est resté comme ça un long moment, à regarder les champs. On avait tenu. Contre les pannes, contre le temps, contre les doutes. On était arrivé au bout de l'été, ensemble. Je sentais une sorte de vertige, comme si on était au sommet d'une colline, juste avant la descente. Je ne savais pas ce que l'automne nous réservait, ni même le lendemain. Mais pour la première fois depuis la mort de mon père, je n'avais pas peur du silence. Je me suis penché pour resserrer le lacet de ma botte, un lacet qui n'était même pas défait. Quand je me suis redressé, sa main était toujours là. Je pouvais presque sentir sa chaleur sans même la toucher. La récolte approchait. Et avec elle, le sentiment que tout allait basculer. Elle n'a pas bougé sa main. Elle a juste tourné la tête vers moi, son profil découpé par la lueur du crépuscule. « Tu sais, cette terre. » Elle a commencé, sa voix à peine un murmure. Elle a sorti son vieux portefeuille de sa poche arrière, un geste que je lui avais vu faire 100 fois pour prendre des notes. Mais cette fois, elle en a tiré une photo au coin usé. Elle me l'a tendue. Je l'ai prise, mes doigts effleurant les siens. La photo était en noir et blanc. Une petite fille avec des nattes, assise fièrement sur un tracteur immense, ses pieds ne touchant même pas le plancher. Derrière elle, la même grange que celle qui se tenait à 50 mètres de nous. « Mes grands-parents », a-t-elle dit, « je leur ai promis que je reviendrais. » Ça m'a pris 20 ans. J'ai regardé la petite fille, puis la femme à côté de moi. J'ai hoché la tête, incapable de parler, et je lui ai rendu la photo. Sur la route du retour, je tenais le volant si fort que mes jointures étaient à blanche. Ce n'était plus une citadine qui jouait à la fermière. C'était une promesse comme celle que mon père s'était faite et qu'il avait clouée à cet établi jusqu'à son dernier souffle. La radio crachait une chanson que je n'entendais pas. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Le moteur de la camionnette a protesté dans la nuit silencieuse, comme pour couvrir le bruit dans ma tête. Le lendemain, je ne suis pas allé à la masure. Je suis resté au garage. J'ai démonté le carburateur d'un vieux John Deere qui n'en avait pas besoin, juste pour occuper mes mains. Chaque fois que j'entendais un véhicule approcher, je levais la tête, le cœur serré, avant de me replonger dans le moteur, le visage couvert de cambouis. J'ai repoussé l'heure du déjeuner, puis je l'ai sauté. Le soleil a commencé à descendre, et je n'avais pas bougé. 2 jours ont passé comme ça. Le garage, qui avait toujours été mon refuge, me semblait soudain étroit, l'air vicié. Le grésillement du néon me tapait sur les nerfs. Le soir, dans mon appartement, j'ai pris mon téléphone. J'ai ouvert nos messages, une simple conversation sur des pièces à commander. J'ai tapé « Ça va ?» Puis j'ai tout effacé. J'ai jeté le téléphone sur le canapé et je suis resté debout, à regarder par la fenêtre la route vide. Au café, l'ambiance était pesante. J'ai commandé un noir serré au comptoir pour ne pas avoir à m'asseoir. Marcel m'a lancé, par-dessus son journal. « On ne te voit plus sur la colline, Léo. La Parisienne a fini par te mettre à la porte. » J'ai bu mon café d'une traite, l'expresso brûlant ma gorge. J'ai posé quelques pièces sur le zinc sans un mot et je suis sorti, le son de leur ricanement étouffé me suivant jusqu'à la porte. Ce soir-là, je n'ai pas pu résister. J'ai pris une route secondaire qui monte sur la crête. De là, on voyait toute la vallée. J'ai coupé le moteur et je l'ai cherché du regard. Une petite lumière bougeait près de l'enclos des chèvres. C'était elle, avec sa lanterne. Elle marchait lentement, ses épaules voûtées par la fatigue. Elle semblait si seule au milieu de cette immensité sombre. J'ai serré les poings sur le volant, une boule dans la gorge. De retour au garage, mes yeux sont tombés sur la petite caisse à outils que je laissais d'habitude dans sa grange.
Je l'avais ramenée sans réfléchir. Je l'ai ouverte. Les outils étaient bien rangés, mais il y avait un vide. La place de la vieille clé à molette de mon père. Je l'avais laissée là-bas, posée sur le rebord de la fenêtre de la grange, après avoir réparé la pompe à eau. Une partie de moi, une partie de lui, était restée là-haut. J'ai compris, j'avais peur. Pas qu'elle échoue. J'avais peur qu'elle réussisse, qu'elle tienne sa promesse, et que cette terre la prenne comme elle avait pris mon père. Mais rester ici, dans ce garage, loin d'elle, c'était pire. C'était déjà une fin. J'ai refermé la caisse à outils, le bruit sec du métal résonnant dans le silence. J'ai attrapé les clés de la camionnette sur le clou près de la porte. Il n'y avait plus rien à réparer ici. Je n'ai pas réfléchi à ce que j'allais dire. Les mots viendraient, ou pas. J'ai conduit sur le chemin de terre, les phares balayant les rangs de maïs prêts pour la récolte. La lumière de sa cuisine était allumée, une petite tache jaune et chaude dans le noir. J'ai coupé le contact, le silence est retombé. Je suis resté assis un long moment, la main sur la poignée de la portière, regardant cette fenêtre. Il fallait juste que je fasse le premier pas. Ma main a tourné la poignée. Le métal était froid sous mes doigts. Le déclic de la portière a semblé déchirer le silence de la nuit. J'ai posé un pied sur le sol, puis l'autre, et je me suis redressé lentement. L'air frais de la nuit m'a piqué le visage. Il sentait la terre humide et le maïs presque mûr. J'ai refermé la portière de la camionnette sans la claquer. Le bruit mat a été absorbé par l'obscurité. Je suis resté là, à regarder la petite fenêtre allumée de sa cuisine. Mes bottes ont craqué sur le chemin de gravier, chaque pas me paraissant anormalement bruyant. Devant la porte, j'ai hésité. Ma main s'est levée pour frapper, puis s'est arrêtée à quelques centimètres du bois. À travers la vitre, j'ai vu son ombre bouger, le geste lent et fatigué de quelqu'un qui nettoie après une longue journée. J'ai pris une grande inspiration. L'air a sifflé entre mes dents. J'ai frappé. 2 coups secs et rapides. Le silence est retombé, encore plus lourd qu'avant. La porte s'est ouverte. Elle se tenait là, dans la lumière jaune de la cuisine, un torchon à la main. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, et son visage était marqué par la fatigue. Ses yeux se sont écarquillés en me voyant. Elle n'a rien dit. Elle a juste serré un peu plus fort le torchon, ses jointures devenant blanches. L'odeur de la soupe aux légumes flottait jusqu'à moi, un parfum simple et chaud qui contrastait avec le froid de la nuit. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun son n'est sorti. J'ai juste secoué la tête, un petit geste presque imperceptible. Elle a soutenu mon regard pendant une longue seconde, puis elle s'est écartée pour me laisser entrer. Je suis passé sur le seuil, conscient de la boue que mes bottes laissaient sur son plancher propre. La chaleur de la pièce m'a enveloppé. Elle a refermé la porte derrière moi et le son du loquet qui se verrouille a résonné dans la petite cuisine. J'ai oublié quelque chose. J'ai murmuré, ma voix rauque. Je me suis raclé la gorge, le regard fixé sur une fissure dans le carrelage. Dans la grange, elle a suivi mon regard vers le sol, puis l'a relevé vers moi, attendant la suite. Je n'arrivais pas à la regarder dans les yeux. Mes mains se sont crispées en poings dans les poches de ma veste. L'horloge sur le mur faisait un tic-tac régulier, comptant les secondes de ce silence tendu. La vieille clé à molette, j'ai fini par dire. Celle de mon père, je crois que je l'ai laissée sur le rebord de la fenêtre. Ce n'était qu'à moitié un mensonge. Je l'avais laissée, mais ce n'était pas pour ça que j'étais revenu. Elle a hoché la tête lentement, son expression indéchiffrable. Elle s'est approchée de l'évier et a posé le torchon sur le comptoir, le lissant avec une précision inutile. Ses mains tremblaient légèrement. « Léo, tu n'as pas à faire ça », a-t-elle dit, le dos tourné. Sa voix était basse, presque sans vie. « Ce n'est pas ta lutte. » Elle a ouvert le robinet, a laissé l'eau couler pendant 1 seconde, puis l'a refermé sans rien faire. Elle s'est appuyée des 2 mains sur le bord de l'évier, la tête baissée, comme si le poids du monde venait de s'abattre sur ses épaules. L'eau a continué de goûter, un son solitaire dans la cuisine silencieuse. Elle s'est retournée, mais son regard a balayé le sol, évitant le mien. « Tu es jeune. Tu as ton garage, ta vie. Tu ne devrais pas être coincé ici, avec une ferme qui s'écroule et... tout ça. » Son geste vague a englobé la pièce, les champs dehors, les 20 ans de retard qu'elle essayait de rattraper.
C'était sa façon de me protéger, de me repousser pour que je ne coule pas avec elle. J'ai senti un nœud se serrer dans ma poitrine. Je n'ai pas bougé de ma place près de la porte. J'ai juste secoué la tête. Je ne suis pas coincé. Les mots sont sortis plus fermes que je ne le pensais. Elle a enfin levé les yeux vers moi et j'y ai vu une tristesse si profonde que j'ai dû détourner le regard. Je me suis concentré sur la flamme de la gazinière qu'elle avait laissée allumée sous la soupe, une petite flamme bleue qui dansait, fragile mais tenace. Comme elle. J'ai fait un pas en avant, puis un autre, jusqu'à la table au centre de la pièce. Mes doigts ont effleuré le bois usé, la même table où nous avions partagé tant de repas silencieux, épuisés par le travail. Je ne suis pas venu pour la clé, Élise. J'ai relevé la tête et, cette fois, j'ai tenu son regard. Le tic-tac de l'horloge semblait s'être arrêté. Il n'y avait plus que nous deux, dans cette petite bulle de lumière au milieu de la nuit. « Viens dehors », j'ai dit doucement. Elle a hésité, puis a hoché la tête. On est sorti sur le porche. La lune était haute, éclairant les rangs de maïs d'une lueur argentée. Le vent faisait onduler les épis, un murmure qui ressemblait à une respiration. On était restés là, côte à côte, sans se toucher, à regarder le fruit de notre travail. Tout ce pourquoi elle s'était battue, tout ce pourquoi je l'avais rejointe. Elle a enroulé ses bras autour d'elle, frissonnant un peu à cause du froid ou d'autre chose. Sa voix, quand elle a parlé, n'était qu'un souffle. « Alors, tu avais raison? Ma ferme a besoin d'un homme ?» C'était la même phrase qu'au garage, des mois plus tôt, mais le sarcasme avait disparu. Il ne restait qu'une question, fragile et sincère, suspendue dans l'air nocturne entre nous. Je me suis tourné pour lui faire face. J'ai enfin levé les yeux et j'ai rencontré son regard dans la pénombre. Mes mains sont sorties de mes poches, je ne savais pas quoi en faire. « Je ne sais pas pour la ferme », j'ai dit, ma voix se brisant un peu. « Mais moi, j'ai besoin de toi. » Ma main a bougé d'elle-même. Elle a trouvé son bras, juste au-dessus du coude. Sa peau était froide. Elle n'a pas reculé. Le silence qui a suivi n'était pas lourd. Il était plein de tout ce qu'on n'avait pas besoin de dire. Elle a posé sa main libre sur la mienne, qui tenait toujours son bras. Ses doigts se sont entrelacés avec les miens. Un geste simple. Un point final à des mois de questions. On était restés comme ça, à regarder les champs. La récolte pouvait commencer. On était prêts. Ensemble. Les mois qui ont suivi la récolte ont filé, emportés par le vent d'automne. Nos journées ont trouvé leur propre rythme, une cadence dictée par le soleil et la terre. Le matin, je me lève avant l'aube pour nourrir les chèvres pendant qu'Élise vérifie les clôtures du champ nord. On se retrouve dans la cuisine. Sans un mot, elle me tend une tasse de café fumant et je lui passe le pot de confiture. Ses mains, autrefois abîmées, sont maintenant simplement fortes, marquées par un travail qu'elles connaissent par cœur. Je ne suis plus son professeur, ni son mécanicien. Je suis juste là. Chaque matin, on s'assoit sur le porche, sur les mêmes marches où tout a basculé. On boit notre café en regardant la brume se lever sur les champs. Elle a une façon de tenir sa tasse, les deux mains autour, comme pour en absorber toute la chaleur. Parfois, son regard se perd à l'horizon et je la vois faire le compte de tout ce qui reste à faire. Je ne dis rien. Je me contente de tracer du doigt un cercle invisible sur le bois usé de la rampe, un geste pour ancrer le moment présent. Le vieux Massey Ferguson ne tousse plus. On l'entretient ensemble, le samedi après-midi. Je lui explique le fonctionnement du filtre à air et elle m'écoute, le front plissé par la concentration, avant de dévisser le boulon elle-même. Ses gestes ne sont plus hésitants. Il y a une confiance entre nous qui n'a pas besoin de mots. Je lui tends une clé de 14 et sa main est déjà là pour la prendre, nos doigts se frôlant dans un contact familier qui ne nous fait plus sursauter. Je retourne au garage une fois par semaine pour les clients qui me restent. L'endroit me paraît étrange maintenant. L'odeur de cambouis froid ne me semble plus être mon unique parfum. Le grésillement du néon, autrefois un bruit de fond constant, me tape sur les nerfs. Je me dépêche de finir ce que j'ai à faire. Je passe la main sur le vieil établi de mon père, un geste d'adieu silencieux, et je reprends la route qui monte vers la masure, vers la maison. La vieille clé à molette rouillée n'est plus dans ma caisse à outils. Elle est là, posée sur le manteau de la cheminée dans la cuisine, à côté d'une photo de la petite fille aux nattes sur son tracteur. Parfois, en passant, je la prends dans ma main
Son poids est un rappel constant du chemin parcouru. Élise dit qu'elle est à sa place, un pont entre deux héritages. Je la repose doucement, le métal froid laissant une empreinte sur ma paume, une trace de rouille et de promesse. Le soir, le silence n'est plus le même. Il n'est plus vide. Il est plein de notre fatigue partagée. On s'assoit près du feu, elle avec un de ses livres sur l'agriculture biologique, moi en train de réparer un licol en cuir. On ne parle pas beaucoup. Il n'y en a pas besoin. Parfois, je lève les yeux et je la surprends à me regarder par-dessus ses pages. Elle me sourit. Un petit sourire là, mais sincère. Et je retourne à mon travail, le cœur apaisé. Il y a encore des jours difficiles. Des jours où une canalisation gèle, où le renard s'approche trop près du poulailler, où les factures s'accumulent sur la table de la cuisine. Mais la panique ne la saisit plus. On enfile nos bottes, on sort affronter le problème, côte à côte. On se dispute sur la meilleure façon de faire, on peste contre le temps, mais à la fin de la journée, on rentre ensemble, trempés et épuisés, et on partage un bol de soupe en silence. On est de retour sur le porche, emmitouflé dans de grosses vestes. L'hiver a posé son manteau blanc sur les champs. La terre se repose. Nous aussi. Elle appuie sa tête contre mon épaule, un geste simple, lourd de sens. Je regarde nos terres endormies, ce patchwork de promesses qui attend le printemps. Je ne sais pas si cette ferme avait besoin d'un homme, mais je sais que cet homme avait besoin de cette ferme, et d'elle.